On va avancer pas à pas, step by step, et Joy, vous allez nous présenter, et ça répondra probablement également, notamment sur cette région Languedoc-Roussillon, aux questions que vous vous posez sur l'évolution de l'accès aux soins, l'amélioration de l'accès aux soins et les nouvelles attentes des médecins libéraux. Joy est géographe de la santé, elle travaille à l'URPS et elle sait à peu près tout de cette spécialité qui redevient à la mode, la géographie. Je vous remercie pour cette présentation. Effectivement, je travaille sur les questions d'accès aux soins à l'URPS des médecins libéraux du Languedoc-Roussillon. Et je vais vous présenter un panorama très synthétique parce que la question est quand même vaste, des nouvelles attentes des médecins libéraux et de leurs solutions pour améliorer l'accès aux soins. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une étude que nous avons menée avec le docteur Ortiz, donc président de l'URPS, auprès de 500 médecins libéraux en Languedoc-Roussillon, donc 250 généralistes et 250 spécialistes, où nous avons essayé de comprendre quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs solutions pour améliorer durablement l'accès aux soins en Languedoc-Roussillon et maintenir cet accès. Comme vous le savez, on en entend beaucoup parler dans la presse actuellement. En France, comme en Languedoc-Roussillon, nous sommes dans un contexte de diminution et de vieillissement de la démographie médicale. D'après une étude menée par la DREES, d'ici 2030 en Languedoc-Roussillon, il y aura une chute de 30% de la densité moyenne de médecins libéraux. Alors l'étude a été réalisée à partir de nombreux critères et les chiffres s'expliquent notamment par une augmentation de 30% de la population. Vous savez que notre région est particulièrement attractive et une diminution de 8% des libéraux. Et ce que l'on observe sur les deux graphiques que vous avez en dessous, c'est que petit à petit, les barres vertes que vous avez, c'est la France métropolitaine, et en gris, c'est notre région, la région Languedoc-Roussillon. Nous voyons que la tendance depuis 2009 est quand même à la baisse, qu'il s'agisse de la France ou bien surtout du Languedoc-Roussillon au niveau de la densité des médecins. Et inversement, au niveau de la part des médecins libéraux âgés de 55 ans et plus, eh bien elle augmente fortement, ce qu'il voilà, il faut anticiper la baisse de la démographie médicale et les départs à la retraite dans nos territoires. Voici le territoire le zonage sur lequel nous nous sommes appuyés. Donc c'est un zonage de l'INSEE qui a été établi en 2010. On a proposé des classes assez faciles à comprendre. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les pôles urbains. En orange, ce sont toutes les communes périurbaines avec des logiques de déplacement pour aller travailler dans les pôles urbains. En vert foncé, ce sont les pôles ruraux, tels que Mende, Castelnaudary, Agde, et tout le reste, c'est le rural isolé. La méthodologie de notre enquête, c'est ce que je vous disais, s'appuie sur 253 médecins généralistes, 245 spécialistes, et les entretiens téléphoniques ont été réalisés par le CSA il y a 1 an. Joy, vous pouvez le repasser ? Je vous en prie. Vous présentez les pôles d'activité ou les pôles ruraux, mais vous ne présentez pas tout ce qui est vide. Enfin, le vert très très clair. Alors, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le vert rural, c'est ce que l'on peut déterminer. Alors, ce n'est pas moi qui le détermine comme ça, c'est l'INSEE, c'est une classification de l'INSEE. C'est ce qu'on appelle les autres communes multipolarisées ou isolées. Elles ne subissent pas directement l'influence d'une grande ville, que ce soit en termes d'emploi, en termes de déplacement. C'est ce qu'on appelle le rural isolé. Et c'est dans ces territoires-là où il y a une désertification. Enfin, le mot désertification est un petit peu excessif en géographie. Ça illustre bien ce que disait Martina Houssin en introduction. Tout à fait. Elle a fait une très bonne présentation de l'hétérogénéité du territoire et effectivement, ça me permettra de ne pas revenir sur ce point puisqu'il a été très bien abordé. Vous avez eu un compliment, Martina Houssin. Donc, tout d'abord, les perceptions des médecins concernant leurs conditions d'exercice. C'est quand même un élément très important pour un accès aux soins durables. Eh bien, tout d'abord, ce qu'a montré notre enquête, c'est qu'ils travaillent beaucoup. Ce sont des données déclaratives, c'est-à-dire on a posé la question aux médecins généralistes. Pour vous, quel est le temps moyen d'heures de travail par semaine ? Eh bien, vous voyez qu'en moyenne, il est de 53 heures pour les généralistes en Languedoc-Roussillon et de 63 heures pour ceux qui exercent en milieu rural, ce qui est quand même considérable. Quand on décline cette information par rapport au sexe des généralistes, les hommes travaillent 3 heures de plus en moyenne que les femmes. Et nous voyons que la distribution là est unimodale, c'est-à-dire qu'en fait le pic de représentation pour les femmes se situe entre 36 et 45 heures et pour les hommes
ils sont surreprésentés entre 46 et 65 heures. Donc globalement, nous voyons bien, ça confirme ce que nous voyons au niveau de la moyenne, ils travaillent plus à ce niveau-là. Quand on regarde par rapport à l'âge, cette fois-ci, eh bien, ils travaillent, les plus de 50 ans travaillent 3 heures de plus que les moins de 50 ans par semaine, entre 51 donc, et on passe de 5 à 54. La représentation est bimodale, c'est-à-dire qu'il y a 2 pics pour les moins de 50 ans, un qui est entre 36 et 45 heures et l'autre entre 56 et 65 heures. Donc là, il y a d'autres explications à fournir. Et pour les plus de 50 ans, ils travaillent beaucoup entre 46 et 55 heures. On voit qu'il y a une grosse différence pour les plus de 65 ans où ils sont 20% à travailler. Oui. Une petite question de méthode simplement. La statisticienne que vous devez être quand même un peu, la géographe. Je vous en prie. Ouais. On peut faire confiance aux déclaratifs dans des statistiques de ce type ? Eh bien, qu'est-ce que c'est le déclaratif ? C'est du vécu. Si on ne peut pas faire confiance quelque part, forcément, il y a dans toute analyse de sondage, il y a des biais, c'est clair. Mais il me semble quand même que la perception des libéraux sur le terrain est une information particulièrement pertinente en aménagement du territoire et finalement, je dirais, autant crédible qu'un chiffre, je dirais, très statistique et mathématique de la densité. Quand on vous dit sur un territoire donné qu'il y a tant de médecins pour 100 000 habitants, finalement, c'est assez peu représentatif du rapport entre l'offre et la demande de la population. Je vous laisse poursuivre, voilà. Dont acte. Passons aux spécialistes. Maintenant, toujours dans les données déclaratives, ils ne travaillent pas 53 heures, mais 48 heures par semaine, un petit peu moins, mais c'est quand même beaucoup, et 52 heures pour ceux qui exercent en milieu rural. On voit également une représentation unimodale avec un pic au niveau des 36 à 45 heures. Les hommes travaillent un petit peu plus que les femmes, et au niveau de l'âge, il y a quand même les plus de 50 ans qui travaillent 5 heures de plus en moyenne par semaine que les moins de 50 ans. Voilà, avec une distribution comme celle-ci, les jeunes sont un peu plus les plus jeunes médecins en tout cas sont un peu plus représentés pour ceux qui travaillent de moins de 45 heures. Ça tresse un peu un tableau de l'exercice libéral actuel. Alors, par rapport à ce travail, quelle est la perception, quel est le sentiment des médecins ? Est-ce qu'ils travaillent trop ? Eh bien, 61% des généralistes disent qu'ils travaillent trop, 41% des spécialistes également. Quand on regarde cette répartition par âge, encore une fois, ce sont les plus de 50 ans qui ont ce sentiment. Et ce qui nous a quand même surpris dans notre étude, c'est que certes, en milieu rural, le sentiment pour les généralistes est très élevé, c'est-à-dire que 73% des généralistes pensent qu'ils travaillent trop, mais la tendance est quand même assez élevée dans tous les territoires, que l'on aille des pôles urbains aux périurbains, aux pôles ruraux ou au rural isolé. Il en va de même pour les médecins spécialistes. Simplement, les pôles ruraux, le sentiment est un peu plus fort. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les communes telles que Mende, Castelnaudary, Agde. Et là encore, même pour les spécialistes, les plus de 50 ans sont surreprésentés. Moi, je voulais quand même, là, je vous en prie. Avec l'accord de mes camarades, vous leur posez la question, est-ce qu'ils travaillent trop ? Mais que font les 40% disent-ils qu'ils ne travaillent pas assez ou qu'ils sont contents ? Beaucoup disent que le temps est convenable dans ce qu'il reste, effectivement. J'ai voulu me concentrer j'ai voulu me concentrer. Vous avez voulu simplement appuyer là où ça fait mal. Pointer du doigt, pointer du doigt sur le déficit offre-demande. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. À quel moment on ressent que l'offre est déficitaire. Je me suis concentrée sur ça. Il y en a qui disent qu'ils ne travaillent pas assez ou qu'ils n'ont pas assez de travail. Très peu. Je crois que c'est de l'ordre, je pourrais vous le confirmer, mais c'est de l'ordre de... C'est inférieur à 5%, ça c'est sûr. Ouais, c'est très peu. C'est-à-dire que le reste est plutôt convenable. Enfin, on est quand même d'accord pour dire qu'il y en a qui sont heureux. Mais je le souhaite, mais ils travaillent trop, mais ils sont peut-être heureux. C'est une autre question, davantage sociologique, que je n'ai pas abordée dans mon étude. Donc, on leur a posé la question, par contre, toujours par rapport à ce que nous disions, c'est-à-dire le déficit offre-demande, est-ce qu'il manque des médecins ? Pour vous, dans votre secteur de patientèle, est-ce qu'il manque des médecins ? Et ils sont 44% à dire que oui, dès aujourd'hui, il en manque un, et il en manque à peu près 3 par secteur de patientèle. Alors on est d'accord, le secteur de patientèle est une notion ambiguë. Dans une grande ville ou dans une ville importante comme celle de Montpellier, un secteur de patientèle est à l'échelle d'un quartier. Et en milieu rural isolé, le secteur de patientèle regroupe plusieurs communes, bien évidemment. Donc c'est une notion géographique qui fluctue. Mais quand même, dans leur secteur de patientèle, il en manque en moyenne 3, et ils sont 44% à dire oui. Et quand on leur dit dans 5 ans,
comment vous ressentez votre métier, comment est-ce que vous pensez qu'il manquera des médecins généralistes? Eh bien là, ils sont 78% à dire que oui, il va en manquer. Et vous allez voir, quel que soit le territoire, avec évidemment une tendance un petit peu plus forte pour le rural isolé, eh bien il va manquer des médecins. Et ils disent qu'il en manquera en moyenne 5 dans leur secteur de patientèle, ce qui est quand même considérable d'après les résultats de notre enquête. Et pour les médecins spécialistes, les résultats sont similaires, c'est-à-dire aujourd'hui, 44% pensent qu'il manque des médecins, et dans 5 ans, ils sont 71%. Avec une surreprésentation dans les pôles urbains et dans le rural isolé. Quels sont les facteurs qui augmentent souvent votre temps de travail? Les 2 premiers facteurs qui arrivent, que ce soit pour les médecins généralistes ou spécialistes, c'est l'augmentation de la charge administrative ou de la paperasse, et ensuite l'augmentation du nombre de problèmes abordés dans une même consultation. Ça rallonge fortement le temps de prise en charge des patients. Et ensuite viennent dans une moindre mesure l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies graves, le vieillissement de la patientèle et les patients atteints de maladies chroniques. Voilà, c'est un chiffre qui a été cité par 56% des généralistes. Hormis ces points-là, quand on leur demande est-ce que cette surcharge de travail concerne les activités destinées aux soins, eh bien 70% des médecins disent que non. C'est pas le temps dédié aux soins, aux patients qui pose problème, c'est vraiment le temps administratif qui est très long pour eux. Donc il y a quelque chose à faire pour dégager du temps médical pour ces médecins-là. Ah, excusez-moi, il y a un petit... Intéressons-nous maintenant aux souhaits et solutions des médecins pour leurs conditions d'exercice, maintenant qu'on a fait un constat synthétique. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que le regroupement est la première solution évoquée par les médecins, notamment les jeunes généralistes et ceux exerçant en milieu rural. Donc ce que vous avez là sur la marge, ce sont les 5 principales solutions qui ont été citées par les médecins. La première, se regrouper pour la permanence des soins. Donc vous savez que la permanence des soins, c'est maintenir l'accès aux soins en dehors des ouvertures classiques des cabinets médicaux, c'est-à-dire le soir et le week-end. Pour la continuité des soins, donc dans les horaires classiques des cabinets médicaux, la prise d'un associé, et ils sont un peu moins favorables effectivement à la délégation de tâches, qu'elles soient sous forme libérale ou sous forme de salariat. Et on voit, donc là le graphique est à lire de loin bien évidemment, on voit que les tendances, ce sont surtout les jeunes qui sont très favorables à ces nouvelles solutions de regroupement, qu'il s'agisse de la permanence ou de la continuité des soins. On voit qu'ils sont surreprésentés, c'est la barre bleu clair à chaque fois. Et au niveau du lieu d'exercice des médecins, ce sont surtout ceux qui sont situés en milieu rural qui sont très favorables. Mais bon, les tendances sont quand même assez... Les écarts sont quand même assez faibles. Et on retrouve la même chose au niveau des médecins spécialistes. C'est-à-dire que le regroupement est essentiellement souhaité, donc ce sont les mêmes solutions qui sont plébiscitées, et ce sont essentiellement les jeunes médecins qui sont très favorables au regroupement. Et nous voyons également qu'en milieu rural, ils sont demandeurs de ce type de nouvelle organisation. J'ai souhaité compléter cette étude que nous avons menée donc en Languedoc-Roussillon par une enquête nationale qui a été menée par l'ISNAR-IMG, qui a été réalisée le 2 juillet 2010 jusqu'au 1er janvier 2011 auprès de à peu près 2000 internes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que l'aménagement du territoire est une question très importante pour les jeunes médecins. Alors, tout d'abord, première chose, quelles sont les mesures qui inciteraient les jeunes à s'installer en zone déficitaire? Et la première chose qu'ils répondent, c'est l'aide pour la création de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et ça rejoint exactement notre enquête où les jeunes sont favorables au regroupement. C'est ce que nous venions de voir. Ensuite, ils souhaitent une diminution des charges à payer à l'État et aux collectivités territoriales et la présence de crèches, garderies ou écoles. Ça rejoint les 2 graphiques qui sont en dessous. Les médecins les jeunes médecins jugent indispensable à proximité de leur lieu d'exercice une école, une épicerie, une poste, une station de service et des pompiers. Et de même, ils jugent qu'il faut qu'il y ait des structures sanitaires qui sont indispensables près de leur lieu d'exercice. À 95%, ils citent le laboratoire, la pharmacie, les paramédicaux, et à 89%, le cabinet de radiologie. Donc, ça montre qu'on ne peut pas envoyer, et ça on commence à le savoir, il y a pas mal d'études qui sont sorties là-dessus, on ne peut pas inciter des médecins à s'installer au fin fond d'un territoire s'il n'y a pas
une viabilité économique suffisante et voilà, un aménagement du territoire développé pour accueillir ces médecins-là. Petite pause rigolote du dessin de Plantu que je trouve assez parlant sur les déserts médicaux. On voit un maire d'un petit village en commune rurale qui dit « Allez mon pote, il faut montrer l'exemple ». Et le médecin surpris regarde que l'école, la poste et la police viennent de fermer. Donc c'est un dessin qui a été publié dans Le Monde le 8 février 2013. Et j'ai pu le publier avec l'aimable autorisation de Plantu. Voilà. D'accord. Bravo. Oui. C'est la dernière ? Non, c'est pas la dernière. Mais rassurez-vous, je serai succincte. Autre précision, quelles sont les conditions des jeunes médecins pour s'installer ? Donc, ils souhaitent de la proximité. Les internes, toujours selon l'enquête ISNAR-IMG, les internes souhaitent que le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu d'exercice ne dépasse pas 30 minutes. Ils sont mobiles, c'est-à-dire que 82% des internes accepteraient de travailler dans différents lieux dans une même semaine, sur une même semaine. Donc ça, c'est aussi des informations importantes à prendre en compte. Concernant le temps de travail, les internes souhaitent travailler en moyenne un peu plus de 9 heures par jour, c'est-à-dire 43 heures par semaine, avec 7 semaines de congés par an. On a vu que dans l'étude en Languedoc-Roussillon, le temps de travail moyen pour un généraliste était de 53 heures et de 48 heures pour un spécialiste. Donc vous voyez qu'ils souhaitent donc travailler un petit peu moins que ce que nous avons perçu en Languedoc-Roussillon. Ils souhaitent du collaboratif, c'est-à-dire que 91% des internes accepteraient d'organiser leur temps de travail avec d'autres professionnels pour assurer la continuité des soins. Là, je pense au projet du docteur Thibert dans les Pyrénées-Orientales qui va totalement dans ce sens. Et ensuite, donc, nous l'avons vu, ils souhaitent que le lieu d'exercice du médecin soit bien équipé. Pour 7 médecins pour 8 médecins sur 10, 87%, ils souhaitent un secrétariat, un petit peu moins une salle de repos et de quoi faire de la petite chirurgie. C'est aussi une évolution des aspirations des médecins à prendre en compte et qui m'a semblé bon de rappeler ici. Si nous revenons maintenant à l'enquête que nous avons menée en Languedoc-Roussillon, c'est un chiffre qui est assez intéressant. On leur a demandé s'ils étaient prêts à faire des consultations avancées dans les territoires sous-dotés. Et là, surprise quand même, 22% des médecins généralistes sont prêts à faire des consultations avancées, c'est-à-dire à plus de 50 km. Ils sont prêts à le faire à peu près 2 jours par mois. Et ce chiffre va jusqu'à 52% pour les médecins qui exercent en commune rurale et 43% pour ceux qui exercent en Lozère. C'est-à-dire que non seulement ils sont dans une situation où l'offre de soins est déficitaire sur leur territoire, mais ils sont prêts à faire 2 jours par mois, s'il faut, des kilomètres pour assurer une offre de soins dans d'autres territoires déficitaires. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance, quand on la regarde par rapport à l'âge des médecins généralistes, elle intéresse notamment les 65 ans et plus. Donc on peut l'expliquer par le fait que ce serait une activité en complémentarité de leur retraite, qui serait... Alors, on peut croire que ce chiffre est anecdotique, 22%, mais si 22% des médecins se mettent à aller dans les territoires ruraux, ça commence à faire une offre de soins qui est particulièrement intéressante, comme l'a fait remarquer le docteur Ortiz. Concernant les médecins spécialistes, le chiffre est à peu près similaire, il est à 26% au lieu de 22%. La durée médiane est également de 2 jours par mois. Et là, c'est l'inverse. Quand on les compare par rapport à la structure par âge, ce sont les plus jeunes, les moins de 50 ans, qui sont plus favorables pour se déplacer dans des territoires isolés et assurer donc une offre de soins de spécialistes. Ça peut s'expliquer par le fait que la modalité d'exercice du second recours justifie un territoire de patientèle quand même plus étendu. Alors, en conclusion de ce panorama, ce que nous pouvons dire, c'est que actuellement, nous sommes dans un contexte de baisse de la démographie médicale. C'est très important à prendre en compte. Près d'un médecin sur 2 pense qu'il manque des médecins actuellement et plus de 7 sur 10 pensent qu'il en manquera davantage dans 5 ans. Et ça, nous l'avons vu sur tous les territoires, que ça aille de l'urbain au rural. Les médecins ont le sentiment de travailler trop. Et face à cela, quand on les interroge, ils sont très favorables au regroupement, à la collaboration avec un associé, que ce soit pour gérer la continuité ou la permanence des soins, notamment sous la forme d'une structure telle que les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et ils sont volontaires, comme nous venons de le voir, pour des consultations avancées. Donc, voilà, vraiment la conclusion de ce travail, c'est que l'amélioration de l'accès aux soins passe par l'organisation de l'offre par les libéraux. Il faut tenir compte de leurs nouvelles aspirations. Et
ils ont de nouvelles attentes. Tout d'abord, en aménagement du territoire, ils souhaitent exercer dans un tissu économique viable, avec des services de proximité développés et des structures sanitaires adaptées. Et ensuite, concernant leurs conditions d'exercice à proprement parler, ils souhaitent un exercice groupé dans une structure bien équipée, avec un secrétariat, des salles de repos, et ils souhaitent également diminuer les charges administratives pour augmenter le temps dédié à leurs patients, ce qui est quand même le cœur de leur métier. Et je vous remercie pour votre on vous attention. applaudit. Mais dites-moi, Joy, dites-moi, vous n'avez pas le sentiment qu'ils vous ont dit qu'ils avaient envie d'être heureux professionnellement, non? Tout simplement. C'est-à-dire, précisez votre question. Heureux, c'est-à-dire à la Envie fois... d'être heureux, c'est-à-dire... Heureux, c'est-à-dire d'être bien, d'être dans des régions agréables, où il y a des services publics, avec plus d'État et moins d'impôts. Tiens, hein, ça aussi, j'ai été frappé. On apprend beaucoup de choses. Hein, Madame la députée, moins d'État, plus d'impôts, hein, c'est pas très original, peut-être. Messieurs, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous avez envie d'être volontaire pour aller au charbon après avoir écouté la géographe? Donc personnellement, alors là c'est une enquête de l'ISNAR, donc la population que vous avez, touchée par enquête, c'est les internes. Donc moi, étant représentant des étudiants en premier et deuxième cycle, je n'irai pas trop loin dans l'interprétation de l'analyse. Par contre, moi, je suis assez frappé de voir à quel point les aspirations sont concordantes à ce que, en tout cas, nous on observe au niveau national. C'est que la diapo de votre conclusion, c'est ce qu'on a de façon très précise sur les remontées que nous donnent les étudiants qu'on représente. Donc c'est effectivement une analyse d'une très bonne qualité, je vous en félicite. Alors le seul détail peut-être que je rajouterais, c'est que on voit évoquer le travail regroupé. En libéral, on a également de plus en plus d'étudiants qui veulent se renseigner sur l'exercice ambulatoire salarié. Et que ça, c'est également un versant qui semble intéressant. Donc peut-être d'aller chercher la connaissance qu'ont les étudiants de ces modes d'exercice et comment on pourrait leur permettre d'accéder, si c'est pertinent au niveau territorial, d'accéder à ce type d'exercice. Ça pourrait également être intéressant. Emmanuel ou Hector, commentaire? Eh bien, bon, effectivement, pour ce qui est de l'enquête ISNAR-IMG, donc je tiens à préciser que ça ne représentait que les désirs, si je puis dire, des internes de médecine générale, que ça ne concernait pas les spécialités. Effectivement, ces enquêtes, la vôtre et celle de l'ISNAR, soulignent des tendances qu'on a, voilà, qui commencent à être connues. Il y a, mais en même temps, elle souligne une certaine ambivalence. À la fois, les jeunes veulent travailler en maison de santé pluriprofessionnelle, alors que l'immense majorité n'en a jamais vu. Mais dans le désir, ça correspond à quelque chose qui les attire. Et en même temps, ils veulent être près des services publics et de tous les autres professionnels paramédicaux, alors que justement, les maisons de santé pluriprofessionnelles, la plupart du temps, sont construites dans des endroits reculés. Donc, cette attractivité est forcément pondérée, on va dire, par la situation géographique. Mais dans ces zones-là, je pense effectivement que les maisons de santé peuvent être une bonne solution. Il y a des questions. Merci. Il y a des questions, deux questions dans la salle. Est-ce qu'on peut leur donner des micros? Okay. Vous avez un micro, alors très bien. Allez-y, merci. Allez-y. Les deux exposés ont été très intéressants et ça m'amène à deux remarques. La première est une réflexion simplement. Quand on rapproche les deux exposés, on constate effectivement que la dégradation des conditions d'exercice de la médecine générale libérale est un frein à l'installation de jeunes confrères dans notre profession. La deuxième réflexion est plutôt une question. Compte tenu effectivement de tout ce qui nous a été dit, il y a un problème, je crois, de stratégie dans la diffusion des maisons de santé pluridisciplinaires sur notre territoire. Est-il judicieux de continuer à promouvoir des maisons de santé dans des zones déjà rurales très isolées, sachant que de toute façon elles risquent d'être peu attractives malgré tout, malgré leur existence? Ou faut-il plutôt essayer de promouvoir la création de maisons de santé dans des zones qui sont encore je dirais bien dotées
de façon à permettre d'attirer le plus possible de jeunes confrères avec l'installation de consultations, on va dire, secondaires avancées dans les zones les plus rurales. Pour moi, c'est une véritable question et des décisions stratégiques à prendre assez rapidement parce que l'avenir est déjà fortement impacté par la démographie. On demandera à nos amis de la table ronde de répondre également à cette question et à Madame Aoustin ou à Monsieur Guerrier, peut-être d'avoir leur sentiment. Oui. J'aimerais apporter juste une précision par rapport à cela, c'est que pour les maisons de santé pluriprofessionnelles publiques, elles doivent être malgré tout pour bénéficier des financements publics dans des zones classées comme sous-dotées, et la quasi-totalité c'est basé sur des projets de professionnels sur place existants et motivés. Donc il y avait une raison de les créer. Effectivement, je disais que leur situation modère leur attractivité, mais je pense que malgré tout, dans ces villages, dans ces villes, sans maison de santé, l'avenir est compromis médicalement pour ces régions souvent. Donc, les maisons de santé se développent en Languedoc-Roussillon. On a commencé par des équipes motivées. Forcément, les zones ne sont pas celles qui étaient les plus attractives au départ, puisque ce sont les zones qui sont sous-dotées. Donc, question ? Oui, moi j'aurais une réflexion parce que les deux présentations finalement sont assez complémentaires. On voit bien que le secteur libéral finalement est peu attractif puisque 28%, même si les chiffres sont à reconsidérer, bien entendu, d'internes vont sur le secteur libéral. Et on voit dans la deuxième étude que nombre de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, sont enclins à vouloir peut-être se déplacer 2 jours par mois sur des sites. Et la réponse en haut lieu, c'est de dire oui, faites des maisons de santé pluridisciplinaires, mais finalement, on n'est pas apte à financer toute la coordination. Et c'est vrai qu'on bute beaucoup sur cette coordination, parce qu'une maison de santé pluridisciplinaire, c'est pas l'association de plusieurs professionnels, c'est quelque part un management, une coordination. Et la deuxième réponse qu'on nous apporte, c'est de dire il y a un pacte territorial et on va former finalement des praticiens territoriaux hospitaliers qui vont venir en appui des libéraux. Est-ce que c'est la vraie réponse qu'il faut apporter au niveau national à ces problèmes quand on voit les résultats de ces enquêtes? Je crois que là, il faut changer son fusil d'épaule. On demandera notamment à la table ronde d'essayer de répondre à cette question. Oui, alors question. Oui, on a encore 5 minutes. Une remarque à propos des déserts médicaux. C'est un terme, moi, que j'aimerais bien qu'on n'emploie plus, parce qu'il ne s'agit pas de déserts médicaux, il s'agit de déserts tout court. Tout à fait. Puisque là où les pouvoirs publics ne sont pas capables de maintenir une poste, une épicerie, on demande aux médecins d'investir. Donc ce sont des déserts tout court. L'autre question que je voudrais avoir, c'est, et là je vais être un peu provocateur, si on arrivait à concrétiser toutes ces demandes, est-ce que vous êtes sûr que nos confrères iraient s'installer dans ces zones-là? Parce que là, il y a une véritable modification et que nous, médecins de l'ancienne génération, n'avions pas suffisamment pris en compte, une modification de la façon d'exercer, une volonté d'une qualité de vie, d'un cadre de vie qui est beaucoup plus importante de la part de nos jeunes confrères de ce qu'on a pu nous avoir. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est tous ces éléments est-ce qu'on est sûr qu'il y aura des jeunes médecins qui vont s'installer? Voilà, alors, moi j'ai noté, alors là on fait une pause. Et la table ronde répondra à toutes ces questions, je les ai notées. Merci. Je pense que oui. Je pense que actuellement les jeunes, et de nombreuses enquêtes le montrent, sont plus attirés par un exercice en zone semi-rurale ou rurale ou plutôt éloigné des villes. Ils jugent que l'exercice est plus intéressant, il est plus riche, que les patients sont plus disciplinés, sont moins demandeurs. Et des expériences personnelles ou que j'ai lues dans les publications, vraiment l'exercice éloigné des villes semble être préféré des jeunes médecins généralistes en tout cas. Est-ce qu'on peut... Alors, on fait une pause, on répondra à cette question, à toutes ces questions dans la table ronde. Vous resterez de toute façon là et on essaiera d'aller au bout de...